Depuis l'aube des temps, la jeunesse a toujours joué un rôle majeur dans la construction des sociétés et surtout dans la métamorphose de chaque civilisation qui se succède dans l'histoire de l'humanité. Oui, nous avons connu des jeunes dans l'histoire de l'humanité, des jeunes qui ont écrit nouvellement l'histoire, de jeunes qui ont orienté des pensées collectives, de jeunes qui ont excellé, qui ont laissé des empreintes indélébiles, devenus des symboliques même de la conscience collective. En République démocratique du Congo, à la croisée des enjeux sociopolitiques marqués principalement sur des questions des réformes constitutionnelles, des questions de gouvernance, la jeunesse est toujours au cœur du narratif politique. Oui, on parle de jeunes quand il s'agit des marches, on parle de jeunes quand il s'agit des manifestations, des sit-ins pour revendiquer, soit soutenir une approche politique. Cette jeunesse, elle a été souvent utilisée depuis 1960 à ce jour. Des jeunes sont morts pour ce pays et aujourd'hui, la jeunesse se réveille. Elle se réveille sous une autre casquette appelée Camp de la jeunesse, une coalition de plusieurs mouvements de jeunes qui veut s'éloigner des caprices des politiques. On en parle sur ce plateau avec un groupe de jeunes qui représentent justement cette structure Camp de la jeunesse. Vous le savez, depuis le 2 juillet 2026, la République démocratique du Congo a vécu la naissance d'une nouvelle plateforme de jeunes Camp de la jeunesse. Sont-ils du pouvoir, de l'opposition, de la société civile? Nous en saurons un peu plus au cours de cette émission. J'ai l'honneur de recevoir le président désigné, choisi de cette plateforme Camp de la jeunesse, Maître Enoch Manoka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Alain, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent des part et d'autre. C'est pour moi un réel plaisir d'être sur votre plateau pour discuter de cette coalition contre la jeunesse qui défraie actuellement la chronique. Exactement. Et apporter un certain nombre d'éclaircissements sur plusieurs questions qui taraudent les esprits des différents compatriotes qui se posent des questions sur notre appartenance politique, Exactement. sur comment est-ce que nous fonctionnons et sur base de ce que nous avons comme philosophie. Et donc je suis là en respectant le principe de la redevabilité parce que nous pensons qu'il n'y a pas de gouvernance sans redevabilité, il n'y a pas de représentativité sans redevabilité. Lorsqu'on prétend parler au nom et pour le compte d'une jeunesse, il faudrait apporter également des précisions sur des questions que ces jeunes-là se posent. Maître Enoch Manoka, peut-on parler d'un revirement à 360 degrés, surtout pour ceux qui vous connaissent comme étant acteurs politiques, proches de l'opposition? Aujourd'hui, vous vous présentez sous une casquette d'un membre de la coalition Camp de la jeunesse qui peut être assimilé à la société civile. Comment justifiez-vous ces changements de positionnement? Êtes-vous toujours membre de l'opposition ou aujourd'hui vous travaillez au sein de la société civile à travers Camp de la jeunesse? Voilà, merci de la question, monsieur. Ça, c'est une question qui vous concerne individuellement. Exactement. On va parler de Camp de la jeunesse. Moi, en tant que personne, c'est ça. Oui. Voilà. L'opposition est régie par une norme, par un texte qui régit l'opposition, la loi portant statut de l'opposition, qui dit clairement que l'opposition est composée des partis politiques qui ne prennent pas part à l'action de l'exécutif. Ouais. Alors, je suis président d'un mouvement citoyen qui est réputé proche de l'opposition au vu de mes prises de position datant. Ouais. Alors, est-ce que j'ai changé des camps politiques? Je peux dire non. Parce que les camps de la jeunesse auxquels je fais partie actuellement est né d'un constat. Que l'opposition, la société civile, la majorité font partie d'un même système. Okay. Où vous avez les mêmes acteurs qui peuvent critiquer les pouvoirs et devenir des mêmes gouvernants, reprendre les mêmes erreurs et contredire les mêmes valeurs qu'ils avaient défendues autrefois. La preuve, c'est que vous avez l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, qui dans une certaine mesure est en contradiction avec certaines valeurs qu'elle avait autrefois défendues. Ce qui fait que depuis 60 jusqu'à ce jour, chaque génération qui se succède, en partant de ces systèmes, opposition, majorité, société civile, n'a pas pu bien gouverner le pays. Okay. Par manque de préparation, par manque de philosophie. Toujours les mêmes méthodes, les mêmes stratégies et la même attitude une fois aux affaires. Exactement. Chaque président qui intervient a toujours une volonté de changer des constitutions. Vous avez les cas de Lumumba et ainsi que Kasavubu qui se sont battus
en ayant comme socle la Constitution. Ouais. L'autre pensait que voilà, j'ai plus de pouvoir que le chef de l'État. Le chef de l'État pensait qu'il a aussi plus de pouvoir. Mobutu, quand il arrive, le combat avec l'UDPS de l'époque, c'était toujours un combat autour de la Constitution. Ouais. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, c'est le même combat avec son ordonnance loi. Lorsque Kabila débarque, c'est les mêmes combats. Et c'est les mêmes qui combattent. Une fois au pouvoir, répètent les mêmes erreurs. Donc on se rend compte que c'est les mêmes systèmes. Une sorte de cercle vicieux. Exactement. Maintenant, comment opérer une rupture? Il faut opérer une rupture en acceptant plus de faire partie du système. Parce que la conception qui est celle du camp de la jeunesse, c'est que, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, tous les acteurs font partie d'un même système. À telle enseigne que les jeunes Congolais, en lieu place de jouer les rôles dans ce système-là, sont considérés comme des outils au service des agendas des acteurs politiques. Je vous prends un cas patent. Vous avez Moïse Katumbi, parmi les créateurs de l'Union sacrée. Oui. Vous avez Sessanga, qui avait des ministres dans ce gouvernement. Vous avez Martin Fayoul, qui une fois été dans un camp de la patrie avec le chef de l'État actuel, mais qui a été critiqué par certains opposants qui sont aujourd'hui en relation avec lui. Vous avez Jean-Marc Abound, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, donc qui était dans le joug du pouvoir actuel. Président intérimaire. Mais aujourd'hui, tous ces acteurs politiques font partie d'une opposition, entre guillemets, radicale à l'actuel chef d'État. Et vous avez les chefs de l'État qui étaient opposants aux kabylistes, mais qui aujourd'hui travaillent avec les kabylistes. Ce qui fait que vous vous rendez compte, on peut s'opposer aujourd'hui à une personne et demain travailler avec la même personne. Donc c'est tout un système, voilà. C'est tout un système créé par les mêmes acteurs. Et dans tout ça, on ne se pose pas la question sur le sort des jeunes qui s'engagent aujourd'hui à lutter pour le compte de certains leaders, mais qui demain ne se retrouvent ni dans la gouvernance, ni dans les politiques publiques implémentées par ces acteurs. Alors prenons en compte cette question, c'est comme ça qu'on s'était dit. À un certain moment dans chaque histoire d'un pays, il faut s'arrêter et se poser des questions. Où allons-nous? Demain, il y aura dialogue. Après dialogue, certains opposants deviennent ministres, d'autres premiers ministres. Il y a élection. Les mêmes opposants sont élus chefs d'État. Ils prennent les mêmes Tshisekedi aujourd'hui, qui sont en combat avec eux. Ils deviennent ministres. Et les jeunes qui avaient combattu pour eux deviennent leurs opposants pour combattre leur pouvoir. Mais vous pensez, vous pensez que la jeunesse congolaise est exclue de ce système-là? Non, la jeunesse congolaise est exploitée par les systèmes. Et dans cette exploitation, il y a deux aspects. Mais comment ça, elle est exploitée? Parce que nous avons des jeunes qui assument des Je suis en train de vous répondre. Oui. C'est une exploitation dualiste. On prend une partie des jeunes qui ne représentent même pas 1%. On fait des gouvernants. Et ceux-là qui entrent dans le système n'appliquent pas les agendas des intérêts des jeunes. Ils appliquent les agendas des bourreaux politiques. Et on laisse 90% de la jeunesse congolaise dehors. En étant au chômage. 90% de la jeunesse congolaise ne peuvent pas tous se retrouver dans la carcasse du pouvoir. Quand je dis dehors, ce n'est pas forcément par rapport à la gestion. Quand je dis dehors, c'est parce qu'on ne prend pas en compte de cette jeunesse. On ne prend pas en compte de cette jeunesse dans les politiques publiques qui sont implémentées par les acteurs politiques. Ce qui fait que quand les jeunes sont engagés, sont nommés comme des ministres, ils ne viennent pas avec une intention d'opérer une politique de rupture, en prenant en compte les désidératas des jeunes. Mais ils viennent pour pérenniser un système déjà mis en place. Parce qu'ils sont déjà dans la majorité, ils sont ministres, ils ont de l'argent, ils veulent se construire des villas, comme le vieux et les bourreaux politiques. Et ceux qui sont dehors attendent les périodes électorales pour venir être soudoyés par les politiciens, avoir des polos. Et après ça, les politiciens, lorsqu'ils seront élus, ils rentreront dans leur villa et villégiature dessus, ils vont abandonner ces jeunes-là. Donc c'est ça les cercles vicieux. On prend une fraction, on les fait entrer, et vous restez dehors pour souffrir. Vous souffrez pourquoi? Pour que vous puissiez marcher. Parce que figurez-vous, si 90% des jeunes sont dans les bonnes conditions, il n'y aurait pas de Martin Fayoul et les Tshisekedi dans ces pays. S'ils sont là, c'est parce qu'il y a une grande partie des jeunes qui n'ont pas du travail, qui espèrent chaque fois qu'il y a un politicien. Ils se disent, ben voilà, comme il est là, on peut espérer qu'il va faire des bonnes choses. Une fois au pouvoir, il fait le contraire. Et les mêmes jeunes qui seront déçus, aujourd'hui, peuvent facilement se rallier à leur propre bourreau. Exemple parfait. Les jeunes sont morts contre le kabiliste. Contre le changement des constitutions implémentées par les kabylistes. Notamment Rossi Mukendi, Thérèse Kabangala. Voilà. Aujourd'hui, les kabylistes sont à l'opposition et combattent les changements de constitution. Et les mêmes jeunes qui étaient leurs ennemis hier sont devenus des alliés. Et ils combattent auprès des kabylistes. Vous voyez un peu le cercle vicieux? Mais qui ont fait tuer ces jeunes-là hier? C'est de l'UDPS. Donc ici, vous vous rendez compte, c'est un jeu. Si vous êtes au pouvoir, faites ce que vous avez combattu. Si vous êtes dehors, remplacez-nous dans notre lutte. Et une fois au pouvoir, bon, je prends l'exemple.
Nanga ces supplétifs et tout ce qui va avec sont contre le changement. Ouais. Vous pensez que si Nanga prend le pouvoir dans ce pays, il ne va pas changer les constitutions? Parce que déjà, des natures, la révolution ou la rébellion détruit l'ordre constitutionnel. Alors comment quelqu'un qui vient balayer l'ordre constitutionnel peut être contre le changement de l'ordre constitutionnel? Si ce n'est pas pour ses intérêts. Et donc ici, lorsque nous on est en train d'évoquer cette question du fait qu'il faut changer, faire une rupture avec le système, ce n'est pas pour appuyer une politique. Ce n'est pas pour être pour le changement des constitutions, mais pour se dire que les combats qui se mènent dans cette arène politique, ce n'est pas pour notre intérêt. Les combats qui se mènent, c'est pour pérenniser les agendas politiques de certains acteurs politiques. C'est comme ça que nous avons imposé un dictat. On n'a pas quitté un camp politique, mais on a rejeté un système. C'est ça la nuance qu'il faut faire. On s'est dit, ben, les opposants, société civile, majorité, c'est le même carcan. Aujourd'hui, on vous parle d'une société civile proche de la majorité, une société civile proche de l'opposition. Alors qu'en principe, la société civile doit être ni dans l'opposition, ni dans la majorité. Donc, c'est ça les systèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'être exploité, on impose les courants politiques. Lumumba, avant qu'il ne puisse implémenter sa révolution, il était parmi ceux qui soutenaient ce que le Belge faisait. Il a écrit un livre où il faisait l'éloge de la colonisation. C'est après sa rencontre avec Kwame Nkrumah qui s'était dit, ben voilà, il faut opérer la rupture. Tous les grands révolutionnaires de ce monde avaient compris que les problèmes, c'était les systèmes. Tous ceux qui nous combattent aujourd'hui font partie d'un système. Ils pensent politique que sur base des acteurs politiques. Et vous pensez que la jeunesse ne fait pas partie de ce système-là? La jeunesse fait effectivement partie de ce système. Voilà pourquoi en tant qu'acteur ou en tant que victime? Non, la jeunesse fait partie de ce système de deux manières. En tant qu'outil du système et en tant qu'une fraction d'acteurs du système. C'est-à-dire ceux qui sont dans la majorité. On prend par exemple Degrassi Coutinho. Ça fait partie du système, mais dans l'aspect de la gouvernance. Mais sa gouvernance-là ne répond pas aux intérêts des jeunes. Mais la grande majorité des jeunes sont dans les systèmes, dans l'aspect outil de la politique. Mais est-ce que le problème de la gestion de Degrassi Coutinho est lié peut-être à sa propre vision ou peut-être à la gouvernance générale du pays? Non, le problème... Vous avez un ministère de la jeunesse où 90% des anciens au sein du ministère de la jeunesse ont plus de 50 ans. Le secrétaire général du ministère de la jeunesse, c'est une vieille. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle vient trouver peut-être une politique qui ne répond pas aux aspirations de la jeunesse. D'abord, elle doit s'adapter et puis maintenant implémenter sa vision. Ne trouvez-vous pas que peut-être qu'elle est aussi victime d'un système déjà établi depuis des années? Vous voyez, l'école de la jeunesse se bat également pour tous ces jeunes-là, qui sont également de la gouvernance, mais qui ne comprennent pas que lorsqu'on est dans la gouvernance, il faut opérer une rupture. Ce n'est pas un combat contre Degrassi Coutinho, c'est un combat contre un système. En faisant partie du système, Degrassi Coutinho est un outil, mais dans la gouvernance. Nous sommes des outils, ou nous étions des outils, mais dans le combat. Il faut faire la nuance. Degrassi Coutinho, c'est l'outil dans la gouvernance. Nous sommes des outils dans le combat politique pour pérenniser les intérêts de certains acteurs. Et lorsque le camp de la jeunesse se bat pour cette rupture-là, il se bat pour tous ces jeunes-là. Peu importe votre casquette, même si vous êtes ministre, même si vous êtes député, tous les jeunes convergent vers un même idéal. Ils sont tous convaincus que le système actuel n'est pas adapté aux intérêts des jeunes que nous voulions défendre. À telle enseigne que même Degrassi Coutinho, en étant dans le ministère de la Jeunesse, elle ne fait que pérenniser un système. Voilà pourquoi nous on se bat. Parce que lui, en étant ministre, il est dans l'impossibilité de se battre comme nous. Nous, on se bat que pour qu'une fois un ministre est nommé comme ministre de la Jeunesse, qu'elle vienne avec, ou soit qu'il vienne avec une politique de rupture et qu'il ait aussi des atouts nécessaires pour le faire. Parce que dans un contexte comme celui-ci, si vous voulez apporter une rupture, vous risquerez d'être écrasé par le système. Et c'est ça le plus grand problème que nous avons actuellement. Donc l'école de la jeunesse, ce n'est pas une coalition. Une coalition contre un camp politique, c'est une coalition contre un système. Et c'est un courant politique qui s'impose comme une troisième voie contre ces deux voies qui aujourd'hui nous ramènent vers le même erreur. Qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, je pense que ce système est révolu. Depuis 70 jusqu'à ces jours, on a été opposant de Kassavoub, on n'a pas résolu la solution. On a été opposant de Mobutu, il n'y a pas eu de solution. On a été opposant de Laurent Désiré Kabila, il n'y a pas eu de solution. De Kabila et de Tshisekedi, il n'y a pas de solution. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'une génération rupture naisse pour dire non à cette façon de faire la politique. Où vous êtes des amis la nuit et la journée, vous êtes des ennemis. Et ceux qui vous suivent derrière pensent que vous êtes des vrais acteurs alors que vous appliquez vos propres agendas en nous utilisant comme vos outils. Donc il faut se dire que voilà, vous êtes à la majorité, on vous utilise,
Vous êtes également à l'opposition, on vous utilise. Très bien. Venez dans un camp unique pour qu'on parle un seul langage pour notre intérêt. Très bien, merci beaucoup Enoch Manoka. Je crois que tout au long de cette émission, pour tous ceux-là qui nous suivent, nous serons un peu intransigeants envers le mouvement Camp de la jeunesse, parce que depuis 1960 à ce jour, le Congo a été dirigé majoritairement par de jeunes. Lorsque vous prenez Lumumba, il était très jeune. Le tout premier ministre de notre pays, il était très jeune, il avait à peine 33 ans, 34 ans comme ça. Vous prenez Mobutu, c'était le plus jeune président à l'époque. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait à peine 32 ans ou 29 ans. Vous prenez Joseph Kabila, pareil. À travers ce plateau, mesdames, messieurs, nous serons vraiment très intransigeants et très directs envers nos invités, parce que tout ce que nous voulons comprendre, la jeunesse dans l'histoire de notre pays, est-elle victime ou est-elle vraiment actrice de tout ce qui nous arrive comme situation, que ce soit en politique, que ce soit en sécurité? Si vous observez même du côté de la rébellion, ce sont plus les jeunes qu'on utilise pour justement véhiculer ou propager le poison au Rwandais. De part et d'autre, la jeunesse, elle est utilisée. Ici, on va parler du camp de la jeunesse. On veut vraiment comprendre, diagnostiquer ce mouvement, et c'est un peu de cerner la vraie philosophie autour de ce camp de la jeunesse et comprendre si réellement ces camps de la jeunesse ne feraient pas soi-même partie du système. Alors, Maître Enoch Manoka, on va parler justement du camp de la jeunesse lancé officiellement le 2 juillet 2026. Première question, pourquoi la nomenclature de camp de la jeunesse? Voilà, merci de la question, monsieur Alain. Lorsqu'on parle du camp de la jeunesse, on ne vise pas que le jeune. Le terme jeunesse, bien que il évoque l'aspect de l'âge d'une personne, l'aspect d'une périodicité de l'existence d'un humain, la jeunesse également implique la naissance d'un nouveau vent. La jeunesse également implique l'appréhension un peu naturaliste de la vie, parce qu'on dit que la jeunesse est l'étape la plus cruciale de l'existence de l'homme. Alors lorsqu'on dit camp de la jeunesse, cela renvoie, c'est-à-dire on pouvait dire camp des jeunes. Si on disait camp des jeunes, ça aurait une consonance que de jeunes seulement. Mais quand on dit camp de la jeunesse, c'est pour vous dire que tous ceux qui ont une conception autre que celle du système implémenté dans notre pays font partie de ce courant des pensées. On ne voit pas ici jeunesse que dans l'aspect de l'âge, on voit jeunesse dans l'aspect également de la préhension de la vie de notre société. On voit jeunesse dans l'aspect de la rupture, où on se dit, voilà, il y avait eu des vieux, pas en termes d'âge, mais en termes d'action, mais qu'il faut actuellement des nouvelles actions qui seront incarnées par de jeunes. Pas de jeunes qu'en termes d'âge, mais les nouveaux hommes, disons, les nouveaux hommes congolais qui est censé diriger l'État. Parce que vous vous rendez compte dans l'histoire de l'humanité, surtout de l'Afrique, que la première matière qui a été utilisée par les colons, c'était l'homme. C'est comme ça qu'on savait parler de la traite de Noirs. La matière première utilisée par les Occidentaux, on prenait l'homme, on les ramenait en Europe pour faire des travaux pour les comptes des Occidentaux. Par après, on a eu l'ivoire. L'ivoire, ensuite vous avez les caoutchoucs, les matières premières comme le coltan, tantaline et tout ce qui va avec. Maintenant, aujourd'hui, on a quitté de ces matières premières jusqu'à l'homme. On était passé de l'homme comme matière d'exploitation de la politique jusqu'aux matières premières. Mais on est revenu encore vers l'homme. Ou c'est l'homme qui exploite un autre homme. Ou c'est l'homme qui pense qu'il faudrait utiliser les autres hommes pour ses propres fins. C'est comme ça que nous, on veut quitter de l'exploitation de l'homme pour exploiter la cité pour l'homme. Et non exploiter l'homme pour l'homme. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les acteurs politiques de ces pays nous exploitent, nous. Au lieu d'exploiter l'État, envie de construire l'homme. Voilà pourquoi on parle du camp de la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? La création d'un homme nouveau qui doit diriger un Congo nouveau. Et cette perspective nous ramène d'avoir un combat de défendre les intérêts des jeunes. Pourquoi les intérêts des jeunes? Parce que construire un jeune ou éduquer un jeune, c'est pérenniser l'avenir d'un État et c'est participer à la construction d'un nouveau Congo. On ne parlerait pas de l'avenir d'une nation sans qu'il y ait des jeunes.
Parce que la discussion autour de l'avenir doit toujours mettre en exergue les futures générations. Et les jeunes qui sont aujourd'hui présents, ce sont eux qui demain seront dans la gouvernance. Si ces mêmes jeunes-là doivent appliquer le même système, c'est que ces mêmes jeunes pérenniseront également le même système. L'exemple parfait, je suis opposant, je lutte contre un pouvoir. Une fois au pouvoir, je vais me dire quoi? On doit changer des constitutions pour qu'on reste dans le pouvoir parce que je n'ai pas encore eu assez d'argent. Et je vais être en contradiction avec mes propres valeurs. Mais pourquoi? Parce que j'ai des millions que je reçois et je ne peux pas laisser facilement la majorité. Lui, il faut commencer par frapper ces jeunes-là, qui est censé demain diriger le pays, à ne plus avoir la même conception que ceux qui les conduisent. Alors, comment le faire? Il faut changer de leadership et de dynamique. Parce que si on suit les mêmes leaders, on fera ce que ces leaders-là font. Comment on peut suivre Tshisekedi et penser faire autrement que Tshisekedi? Comment on peut suivre Martin Fayulu et penser faire autrement que lui? On peut l'écouter pour avoir son expérience, mais on ne peut plus les suivre dans son leadership parce que son leadership fait partie d'un système que nous combattons. Et c'est clair. C'est comme ça que ces camps de la jeunesse, c'est comme les camps des opprimés. Maintenant, les présidiums ici, c'est les immolés. Nous, on accepte aujourd'hui d'être traités de traîtres parce que nous avons impulsé une dynamique qui va influencer les prochaines générations. Et c'est ça le camp de la jeunesse fait partie de quel camp finalement? Nous n'appartenons pas à un camp. Nous sommes affranchis. Par rapport à notre configuration sociale et politique, nous avons la majorité au pouvoir, l'opposition et puis la société civile. Le camp de la jeunesse, c'est ça que j'ai dit. Fait partie de quel bloc? Majorité, opposition, société civile, c'est un système. Nous appartenons au camp de ceux qui croient à un Congo nouveau. Nous appartenons au camp de tous les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas du travail, alors qu'ils ont fait 5 ans à l'université pour avoir du travail, mais n'ont pas du travail parce qu'il y a un système qui les impose d'être dans le chômage. Nous appartenons à un camp de jeunes qui quittent Tchangou à 5 heures pour arriver ici en ville à pratiquement 10 heures pour avoir 2000 francs comme journalier et rentrer chez soi. C'est ça notre camp. Nous appartenons au camp de toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont battus pour la démocratie, alors qu'aujourd'hui, ceux qui les ont ramenés dans la rue font le contraire de ce pourquoi ils les avaient ramenés dans la rue. Nous appartenons au camp de tous ces haïs, les martyrs de l'indépendance qui ont créé un Congo nouveau, tous ceux qui sont morts à 65, tous les étudiants de Lubumbashi qu'on a tués par Mobutu, alors qu'ils pensaient qu'il fallait qu'il y ait une démocratie dans ces pays. C'est ça notre camp. Le camp de ceux qui sont morts pour l'idéal. Nous appartenons... nous fait croire qu'il s'agit d'un parti politique. Non. Avec tout ce que vous relevez comme aspiration, constat social. C'est comme s'il s'agissait d'un parti, parce que vous dites que vous ne faites pas partie de la société civile. Si vous ne faites pas partie de la société civile, vous êtes de la classe, soit la classe dirigeante, soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes de la majorité. Alors, dites-nous réellement, est-ce que le camp de la jeunesse est une structure politique ou une structure apolitique? Voilà, ça c'est une très bonne question. Le camp de la jeunesse, en termes de structuration, c'est une structure citoyenne d'abord. Parce qu'elle a pour vocation de ramener les questions sociales au centre du débat politique. Parce que les structures politiques au sens congolais sont des structures qui ne se battent que pour l'accession au pouvoir politique. Alors que dans la conception initiale de la démocratie, lorsqu'on parle d'une structure politique, elle a pour vocation de prendre les questions sociales pour le mettre dans le domaine politique. C'est comme ça que si l'on doit être également une structure politique, ce ne serait pas dans les formats opposition, majorité, société civile. On sera une structure politique pour la défense des intérêts du peuple congolais en ramenant les vraies questions sociales au centre du débat politique. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de l'opposition et majorité, c'est quoi l'idée maîtresse et c'est quoi le combat central? Contre ou oui pour le changement de la Constitution? Pour ou contre? Alors, ces débats sur la Constitution nous ramènent à un seul débat, l'accession au pouvoir politique. Vous n'avez jamais vu l'opposition et la majorité débattre autour du taux de chômage des jeunes et d'apporter des politiques publiques claires. Une fois au pouvoir, voilà les aspects que nous allons ramener pour qu'il n'y ait pas trop de chômeurs, de jeunes chômeurs. Ça ne se fait pas au Congo. C'est comme ça que nous, on n'est pas comme eux. Voilà pourquoi on ne veut pas appartenir à un camp dont la conception initiale ne se marie pas avec ce que nous voulons apporter comme courant politique. C'est ça la conception qui est dans notre... On s'est dit, ben, on s'affranchit de l'opposition, on s'affranchit de la majorité de la société civile, nous sommes un nouveau courant politique.
qui prend qui combat un système. Exactement. D'après vous, c'est quoi ce système que vous êtes en train de combattre? Mais c'est ce système. Comment vous pouvez le définir, le système? C'est clair. Oui. Ce système, c'est la société civile, l'opposition et la majorité. Là, ce sont des acteurs dans le système. Exactement, je suis en train d'expliquer. Oui, allez-y. C'est quoi ce système-là? C'est que vous arrivez en politique, vous vous positionnez dans un camp. Les seuls mots qui reviennent en tête, c'est que je lutte pour être connu, si on est opposant. C'est pour avoir une opinion et se faire une idée que voilà, je suis un combattant du peuple. Et en même temps, vous flirtez avec ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir font quoi? Nous sommes là pour nous pérenniser à l'intérieur, mais on va peut-être débaucher d'autres. Et dans tout ça, quand vous êtes acteur, vous avez un lavage des cerveaux. On vous dit que le peuple, ce n'est pas votre ami. Le peuple, c'est votre outil. Vous pouvez sortir dehors. Je peux venir dans un plateau de télévision et dire que c'est un incompétent. Pourquoi? Parce que je veux qu'une frange de la population qui vient entendre ça puisse me suivre. C'est ce que je veux. Alors, à telle enseigne que je n'ai pas une philosophie politique. Je n'ai pas une conception de gouvernance. Je n'ai pas une politique publique qui, une fois arrivé au pouvoir, je vais les exécuter pour l'avenir du peuple. Est-ce que le camp de la jeunesse a bien étudié notre système, le système que vous voulez combattre? Est-ce que vous avez pris le temps de l'étudier? Étudier d'abord le fonctionnement du système, les acteurs du système, comment est-ce que le système participe à l'affaiblissement de notre construction, de notre société congolaise? Exactement. Le camp de la jeunesse a étudié le système à 2 étages. Ouais. Pour ceux qui sont scientifiques d'abord, leur conception du système, parce qu'ayant combattu auprès de tous ces acteurs-là, il y a une certaine conception. Et le deuxième étage, c'est par rapport à tous ceux qui voient la politique de loin. Ceux qui n'ont pas une même conception de l'État que ceux qui ont fait l'université. Parce que pour eux, ils se disent que tout le monde qui fait la politique est un menteur. Tout le monde qui fait la politique nous exploite. Voilà. C'est un démagogue. Exactement. Comment vous pouvez concevoir que dans un État, que les citoyens pensent que les politiques ont pour première caractéristique les mensonges? C'est une preuve que nous n'avons pas de bons politiciens dans ce pays. Et que depuis 60... Depuis des décennies, il y a eu plus de promesses politiques que de réalisations. Voilà, et c'est ça, les systèmes. Vous pensez que ceux qui viendront pour postuler comme chef d'État n'auront que des promesses, mais n'exécuteront même pas 10% de leur politique publique. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est le cercle vicieux. Voilà pourquoi nous, on ne veut pas imposer une conception totalement scientifique. Vous nous verrez près des Koulouna également pour leur consulter et voir leur conception du système. Et qu'est-ce qu'eux pensent du Congo? Vous nous verrez auprès de tous ces jeunes-là qui vendent des œufs, tous ces jeunes-là qui vendent dans des cabines, les motards, pour avoir leur propre conception du système. Vous nous verrez auprès des chauffeurs également. On parlera des actions de camp de la jeunesse, parce que je sais qu'il y a les membres du présidium à vos côtés. Est-ce que aujourd'hui le camp de la jeunesse envisage un plan de sortie des crises politiques et sécuritaires de notre pays? Exactement. Avez-vous un plan de sortie des crises politiques et sécuritaires? Ouais. Nous avons lequel? Ce qu'on appelle les plans générationnels pour le renouveau congolais. Ces plans-là, c'est notre cahier des charges, secteur par secteur, pour sortir le Congo de ses gouffres. Mais si je vais vous donner un peu une appréhension juste de loin, c'est un plan qui évalue le Congo à 3 dimensions. La dimension de l'homme, la dimension de la structure politique et la dimension de la puissance. Nous, on pense qu'on ne peut pas construire un Congo nouveau sans changer l'homme congolais. Et les changements de l'homme congolais commencent par les changements du système éducatif qui est censé former l'homme qui doit gouverner les Congos. Le système éducatif belge qu'on nous a donné par le colon belge n'est pas de nature à créer les acteurs ou les hommes politiques censés créer des bonnes structures d'État qui pourront développer la nation. C'est un système qui nous permet de créer des répétiteurs, mais pas de créer des bons acteurs pour la gouvernance du pays. C'est comme ça que nous, dans l'analyse de l'homme, j'ai pris que l'aspect du système éducatif, je ne peux pas prendre l'autre système parce qu'on nous suit, on risque de nous voler notre plan. Si on crée ou on change l'homme, ça nous permet de doter l'État de bonnes structures politiques. Parce que c'est-à-dire que les changements de l'homme créent les changements du système politique. Et les changements du système politique nous permettent de créer un Congo puissant. Parce que si l'homme est bien formé, l'homme créera des structures puissantes, et ces structures puissantes créeront un État puissant. Et ce schéma-là, trilogique de l'homme, structure et puissance, permettra au Congo de sortir de ses gouffres. Pourquoi les autres n'ont pas pu réussir leur plan?
C'est parce qu'au lieu de commencer par l'homme, ils ont commencé par la structure. Quand l'UDPS vous disait, une fois au pouvoir, il y a l'état des droits. Mais le débat autour de la constitution, ce n'est que sur la dimension structurelle. Exactement. C'est-à-dire que même quand l'UDPS vous disait, voilà, les combats, c'est que une fois au pouvoir, on va implémenter l'état des droits. L'état des droits n'est pas la philosophie de l'homme, c'est la structure de l'État. Ce qui fait que si vous pensez changer la structure en ayant le même homme, c'est impossible que cet homme-là s'adapte aux nouvelles structures. Ce qui fait que la nouvelle structure sera détruite par les hommes qui n'ont qu'une ancienne mentalité de l'ancien système. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui on changeait la constitution, on pourra avoir toujours les mêmes acteurs. C'est clair. Avec les mêmes mentalités. Ce qui fait que les changements de constitution n'entraînera pas les changements de l'homme congolais. D'où notre premier combat, c'est les combats autour de l'homme. Et les combats autour de l'homme, avant le bœuf, il faut d'abord traiter sur l'homme. Exactement. Voilà pourquoi, dans le cadre de nos activités, vous nous verrez dans plusieurs conférences, vous nous verrez dans plusieurs activités de sensibilisation, parce que nous pensons, sans un homme idéal, on ne peut pas avoir une cité idéale. C'est en ayant un homme idéal qu'on aura une cité idéale. Très bien. Ça, c'est un travail de longue haleine. On n'a pas la prétention aujourd'hui de débuter ce travail et de le finir tout de suite. C'est un travail qu'on va prendre et puis exécuter avec un programme que nous avons. Mais je pense que si on l'exécute en bonne mission, on pourra construire un Congo nouveau. Très bien. Et donc, Manoka, on va prendre maintenant des questions purement techniques pour permettre aussi à tout le monde d'intervenir. D'abord, quels sont les mécanismes d'intégration ou d'adhésion au sein du camp de la jeunesse? Voilà. Merci. Que faire pour qu'un jeune de la démocratie du Congo qui croit, qui est confiant ou convaincu de vos aspirations, qu'est-ce que ce jeune-là doit faire justement pour intégrer le camp de la jeunesse? Voilà, merci de la question, Monsieur Alain. L'intégration, les camps de la jeunesse, déjà en termes de courant politique, tous les jeunes sont à l'intérieur. Même Anthony Tshisekedi est du camp de la jeunesse. Oh. Fayoulou, son fils qui est aux États-Unis, est du camp de la jeunesse. Parce que tous ces jeunes-là... Même la force du progrès. Tous ces jeunes-là que vous voyez là, la force du progrès, ce sont des jeunes exploités, non? Est-ce que vous pensez que ces jeunes de la force du progrès ne pensent pas que le Congo peut se développer d'eux-mêmes? Ils sont convaincus, tous ces jeunes-là, qu'il faut des bons leaders pour qu'eux ne puissent pas toucher les machettes pour être utilisés par les acteurs. Donc si nous sommes des bons leaders, eux ne seront pas jouer, ils ne pourront pas jouer ce rôle-là. Ils seront dans le bureau en train de travailler pour le compte de leur pays. Alors, nous d'abord, sur le plan du courant politique, tous les jeunes Congolais font partie du camp de la jeunesse. Parce que tous les jeunes pensent que le Congo actuel est inadapté à nos réalités. À telle enseigne qu'avec ce Congo, on ne saura pas avancer. Première des choses. Mais sur le plan formel, pour adhérer, la condition, elle est simple. Partager notre philosophie. D'abord, pour les mouvements citoyens, s'ils veulent adhérer, il y a toute une procédure. C'est-à-dire que vous voulez adhérer en tant que mouvement citoyen, on va vous dire les procédures. Mais pour les jeunes, l'adhésion, elle est gratuite. Ils paieront juste une fiche d'adhésion qui revient à 3 000 francs. Donc ici, ce n'est pas des histoires où on va demander 10 $ à quelqu'un pour adhérer. C'est 3 000 francs. L'adhésion est-elle individuelle ou structurelle? C'est ça que j'ai dit. Il y a une adhésion individuelle pour ceux qui ne veulent pas adhérer avec le mouvement. Il y a également une adhésion collective. C'est-à-dire vous avez un mouvement citoyen qui veut adhérer dans la coalition. Cette adhésion est suivie d'une procédure. Ils vont saisir les secrétariats et puis ils auront toutes les modalités par rapport à cette adhésion-là. Est-ce qu'il y a des critères d'adhésion? Parce que tout le monde ne peut pas venir adhérer directement au sein des camps de la jeunesse. Peut-être que vous dites que, bon, s'il y a un mouvement, par exemple, de jeunes, mais qui soit un mouvement subversif, ce qui est évident. Ça ne peut pas avoir accès au camp de la jeunesse. Exactement. Est-ce qu'il y a des critères que vous avez fixés pour limiter des adhésions non contrôlées qui puissent aussi vous fragiliser en interne? Oui, hormis les mouvements qui œuvrent ou qui ont un objet contraire à la bonne mœurs ainsi qu'à l'ordre public, ceux-là ne peuvent pas adhérer. Parce que nous sommes dans une démocratie, on ne peut pas accepter des gens qui sont en contradiction avec les normes qui régissent notre pays. Mais tous les jeunes, peu importe leur appartenance politique, parce que pour nous, ces jeunes-là qui sont dans tous ces camps politiques-là sont dans un système. Tous ces jeunes-là qui font partie de ces camps politiques sont les bienvenus. Et ceux qui nous insultent, et ceux qui nous soutiennent, tous ces jeunes peuvent adhérer dans le camp de la jeunesse parce que le camp de la jeunesse n'appartient pas à un camp politique. Le camp de la jeunesse appartient à toute une génération.
qui pensent que le Congo nouveau est possible avec de nouveaux acteurs qui incarnent une nouvelle philosophie de gouvernance du pays. Donc, sur ces points-là, les seuls critères, c'est l'aspect du respect des lois, l'ordre public et tout ce qui va avec, mais l'aspect de la république des critères, où non, il faut avoir telle conception de l'État, il faut avoir tel niveau intellectuel, ça chez nous, ça n'existe pas. Toutes les classes sociales sont le bienvenu dans le Est-ce que le profil d'Enoch Manoka en tant qu'acteur de l'opposition ne peut pas être un frein pour le jeune, par exemple, de l'Union sacrée d'adhérer au camp de la jeunesse? La preuve est qu'il y a les jeunes de l'Union sacrée, il y a les jeunes de l'opposition. Déjà, nous, en adhérant au camp de la jeunesse, nous quittons un système qui nous disait que non, les Congolais sont de l'opposition, les Congolais de la majorité. Si on n'est pas de la majorité, on n'est pas Congolais. Si on n'est pas de l'opposition, nous, on a quitté ce système-là pour créer un nouveau courant. Okay. Donc, tous les jeunes qui nous suivent et qui entrent dans le cadre de la jeunesse se sont affranchis de leurs camps respectifs. Ce n'est pas qu'ils viennent pour appliquer les agendas. Tous ceux qui sont là n'appliquent pas les agendas du pouvoir pour ceux de la majorité. Ils n'appliquent non plus les agendas de la majorité. Nous n'avons qu'un seul agenda qui nous régit et sur base desquels nous serons conduits. C'est vraiment ça. Très bien. On va justement donner aussi la parole à vos collaborateurs, aux membres du Présidium. Mon frère, vous allez vous présenter aussi et nous dire quelle est la responsabilité que vous jouez au sein de camp de la jeunesse. Merci M. Alain pour la parole. Oui. Moi c'est M. Alex Soutard. Oui. Je fais partie du Présidium du camp de la jeunesse et au sein de la coalition, j'ai pour fonction, mission où je représente actuellement d'abord le Congolais vivant à l'extérieur. Ok, le Congolais de la diaspora. La diaspora, exactement. Mais après, peut-être, une fois que nous avons fini le travail à l'interne, on va pouvoir peut-être vous donner le détail nécessaire de comment est-ce que nous allons pouvoir évoluer et qu'est-ce que nous allons faire, comment est-ce que nous allons faire en fonction de notre structure. Très bien. Alors, dites-nous un peu, que prévoyez-vous faire justement pour associer la jeunesse de la diaspora congolaise aux idéaux du camp de la jeunesse? Ok, c'est une bonne question. Surtout, hein, la méthode, quelles sont les techniques, comment vous allez faire justement pour prendre tous ces jeunes-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes hein, au sein de la diaspora congolaise qui sont intéressés peut-être à la vision ou aux valeurs promues par camp de la jeunesse, qui voudraient par exemple adhérer à ces mouvements. Quelles sont les méthodes que vous allez mettre en place justement pour échanger ou les attirer au sein du mouvement? Exactement. Avant de venir à la question, j'aimerais d'abord qu'on puisse élaguer une pensée qui règne généralement dans l'esprit de l'homme congolais qui est en République démocratique du Congo. C'est que la pensée se dit que ceux qui sont à l'extérieur n'ont rien à voir avec les réalités de l'intérieur, de ceux du pays. Ou soit, ceux qui sont à l'extérieur vivent mieux que ceux qui sont ici. Or, la réalité est totalement différente. C'est-à-dire que si un Congolais né d'un père, d'une mère congolais, vit à l'intérieur, mais dont son fils, dont les parents ont pris la résolution d'envoyer son fils à l'extérieur à étudier. Si ses parents font face à des difficultés financières, sanitaires et tout ce que vous voulez, automatiquement, cela entraîne des répercussions, même pour l'enfant qui vit à l'extérieur. Donc vous comprenez que d'emblée, si le pays va mal, c'est même les Congolais qui vivent à l'extérieur qui sont aussi automatiquement touchés. Donc le problème du Congolais de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo touche automatiquement la diaspora. Alors, que faire? Effectivement, je dirais c'est beaucoup plus facile d'une certaine manière de soulever le problème. C'est souvent ce que nous faisons face avec. Lorsque nous avons échangé avec eux, ils élèvent beaucoup de problèmes. Voilà, il y a tel problème, il y a telle préoccupation d'ordre financier, le pays va mal, le tissu économique ne va pas, tout ça, tout ça, tout ça. Le grand problème pour nous, ce n'est pas seulement de pointer le problème du doigt, mais c'est de venir participer à résoudre le problème. Donc, notre fonctionnement au niveau de la diaspora est un fonctionnement participatif. Le but est de pouvoir non seulement cibler le problème, mais emmener cette diaspora à participer afin de trouver des solutions aux problèmes posés. Vous voulez responsabiliser la diaspora. Effectivement, c'est leur mettre qui touche le pays. Exactement, leur mettre le problème en face, leur dire, ok, ça va. Si le problème de la diaspora est qu'on estime que le problème c'est au niveau du leadership ou de la gouvernance, qu'est-ce que nous faisons par rapport à cela? Ok, peut-être on va dire que notre champ d'action peut être limité dans une certaine mesure par rapport à ceux de l'intérieur. Mais nous avons des représentations aussi à l'extérieur. Nous avons des consulats, nous avons des ambassades. Ouais. La République démocratique du Congo fait partie du concert de nations. Donc, c'est-à-dire qu'à notre niveau, nous avons tout intérêt de pouvoir aller manifester, organiser des conférences scientifiques, poser des grands problèmes, inviter des personnalités, faire déplacer même les autorités,
si nécessaire, pour venir leur dire, ok, ça va. Ne pensez pas que nous n'avons pas connaissance de ce qui se passe dans le pays. Nous avons connaissance de ce qui se passe dans le pays. Et nous pensons à notre niveau, voici ce que nous devons faire pour pouvoir changer les choses. J'ai aimé tout à l'heure ce que le président Manoka a dit. Le grand problème du Congo, effectivement, c'est l'homme congolais. Et j'irai un peu plus loin pour dire, c'est la perte des vertus et des valeurs de l'homme qui entraîne ces pays là où il est aujourd'hui. Donc si jamais on remettait l'homme congolais au centre des actions politiques, en prônant des vertus et des valeurs démocratiques, je pense qu'effectivement ces pays pourraient changer. À telle enseigne que même le Congolais qui vit à l'extérieur n'aura pas forcément besoin de se dire que est-ce que je dois toujours revenir combattre le problème ou le gros du problème, le souci pour nous, c'est de vraiment résoudre le problème de la jeunesse. Que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur, si tu estimes bon, étant citoyen du monde, tu estimes bon de vivre à l'extérieur, tant mieux pour toi. Si tu estimes de pouvoir regagner ton pays pour faire avancer les choses, tant mieux pour toi. Parce que si le pays va mal, un Congolais qui vient à l'extérieur revient, subit automatiquement le même problème. Très bien, dernière question. Aujourd'hui se pose, vous le savez, hein, nous avons vécu il y a quelques jours des moments historiques avec notre équipe nationale aux États-Unis à travers la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Nous avons vu l'engouement justement de cette diaspora autour de notre équipe nationale parce que des visas ont été restreints aux citoyens congolais vivant ici à cause de la situation d'Ebola. Nous avons vu l'engouement des jeunes congolais. On sait qu'ils sont congolais d'origine, mais du point de vue administratif, ils sont dépourvus des nationalités congolaises. Notre question va dans ce sens. Que fera Camp de la jeunesse, surtout pour cette jeunesse-là, d'origine congolaise, qui, du point de vue administratif, est dépourvue de la nationalité congolaise pour participer activement à la construction de la société congolaise? Ok, c'est un peu comme cette question qui dirait, ça touche un peu le problème de la double nationalité. Exactement. Ok, je vois là où vous voulez en revenir. Effectivement, c'est une question majeure. Et je pense que cela mérite une bonne réflexion. S'il faille aller dans le sens où on se dit que ça va, ceux qui sont congolais d'origine, mais qui ne jouissent pas de la nationalité comme appartenance ou bien comme appartenance de la nation congolaise, s'il faille le ramener dans le pays et qu'on doit ouvrir effectivement cette question, sans embâche, sans gants, mettre la question sur la table et se dire que ça va, est-ce que pour le bien du Congo, pour le développement du Congo, faudrait-il modifier, si je peux dire dans ce sens, ou élargir à telle enseigne de pouvoir ramener les Congolais de l'extérieur afin de jouir aussi de la nationalité? Why not? Vous voyez un peu. Effectivement, maintenant, les actions doivent aller dans le sens où on doit se questionner, se poser. Tenir compte des tenants et des aboutissants. Tenir compte de réalité. Ok, est-ce qu'il y aurait des contraintes si on le fait? Est-ce qu'il faudrait garder l'exclusivité de la nationalité congolaise? On devait l'ouvrir. Maintenant, comme action qu'on peut essayer de mener, effectivement, c'est de ramener les politiques dans ces débats. De ramener ceux qui dirigent, ceux qui ont la manette du pouvoir aujourd'hui vers cette question. Se dire que le Congo veut aller à l'extérieur, mais s'il faille ouvrir les champs, faites-le. Si ça peut contribuer pour le bien du Congo et les Congolais en général, sans problème. Merci beaucoup. Le temps que vous transmettez le micro à l'autre frère. Maître Nok Manoka, ce problème de changement de la Constitution touche aussi la 27, ce que j'appelle souvent la 27e province. C'est la province impliquant tous les Congolais de la diaspora, ceux-là qui sont dépourvus de la nationalité congolaise. Alors, qu'est-ce que Camp de la jeunesse envisage justement pour régler cette question? Parce que il est vrai, vous véhiculez une vision, vous véhiculez des valeurs, des vertus, mais il y a des Congolais de la diaspora qui sont intéressés au mouvement Camp de la jeunesse, mais qui ont du mal maintenant à participer activement, étant donné administrativement, ils sont restreints par rapport à la norme de l'exclusivité de notre nationalité. Voilà, merci de la question, monsieur Alain. La question, c'est une question extrêmement cruciale pour la vie politique de ces pays. Parce que moi, je constate qu'il y a une certaine hypocrisie derrière cette question. Les acteurs politiques, 90% de ceux qui constituent cette classe politique et qui font partie de ceux qui gèrent le pays, ont une double nationalité. C'est une évidence. Parce qu'ils ont vécu en Europe, pour certains, et que dans certaines contraintes administratives, ils étaient dans l'obligation d'avoir une nationalité extérieure. Mais encore est-il que chez nous, lorsque vous contractez une nouvelle nationalité,
vous perdez d'office la note. Mais il y a toute une procédure de recouvrement. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez dans une posture où vous voulez revenir ici et que vous pensez recouvrir la nationalité congolaise, c'est possible. Maintenant, comme je pense le cas avec Sami Badiba. Exactement. Je pense plutôt qu'il faudrait alléger la procédure administrative pour les Congolais d'origine. Parce qu'ici, on ne parle pas de l'acquisition de la nationalité, mais du recouvrement de cette dernière par ceux qui ont été Congolais, mais qui, faute d'avoir contracté notre nationalité, ont perdu la nôtre. Mais qu'en est-il de ceux qui sont nés là-bas, par exemple? Oui, ils sont pour autant Congolais. Ouais. Naître à l'extérieur du pays, des pères et d'une mère congolaise, ne fait pas de vous des étrangers parce que vous êtes Congolais par filiation. Le problème, c'est également autour de la vulgarisation de la loi sur la nationalité. Beaucoup ne connaissent pas que plusieurs questions qu'on se pose ont déjà des réponses dans la loi. Vous voyez un peu? À tel enseigne qu'aujourd'hui, on soulève des questions qui sont déjà résolues. Par exemple, la question de la double nationalité, elle est déjà résolue. Si vous rentrez au Congo, vous pouvez recouvrir la nationalité. Ce qu'on doit dire, c'est quoi? Quand on est Congolais d'origine, il faut assouplir la procédure pour qu'il n'y ait pas trop des étapes à suivre. Pour les enfants nés à l'extérieur, des pères congolais, ils sont Congolais d'origine, mais par filiation, et c'est une évidence. Parce que la congolité d'origine a trois aspects. Il y a l'aspect de l'appartenance ethnique, il y a l'aspect de la présomption de la loi et l'aspect de la filiation. Et par filiation, les enfants nés des pères ou d'une mère congolaise sont des Congolais. Mais le seul plus grand problème, c'est l'aspect de la congolité comme passion, comme patriotisme et dévouement dans la construction de son pays. C'est le seul aspect qui pose problème. Parce que souvent, nos frères qui naissent de l'extérieur, pour certains, ont un écart de conception avec ceux qui sont ici, contrairement à ceux qui viennent d'ici et qui partent là-bas. D'où il y a une responsabilité des parents qui tend à les inculquer les valeurs patriotiques par rapport à la conception de notre société et à leur expliquer qu'en étant à l'extérieur, vous n'êtes pas là pour vivre comme des Européens ou éternellement ici. Vous êtes là pour un temps, vous appartenez à une nation et qu'en revenant au pays, vous deviez vous considérer comme des Congolais déjà en état à l'extérieur par votre façon de faire pour être vraiment dans la communauté. Très bien. Maintenant, souvent chez nous, quand on dit non, mes enfants, on les dit souvent, c'est comme si on pense qu'il faut que nos enfants et la conception européenne vivent en Europe et s'en foutent du Congo. À telle enseigne que tout le monde pense que l'Occident devient une sorte de terre promise pour les Congolais. Donc on quitte le Congo pour aller à l'Occident. Ceux qui sont nés là-bas, on leur dit non, il faut vous adapter au climat de l'Europe, il faut vous en foutre du Congo. Et tout ça, la cause, c'est le leadership qu'il y a ici au Congo. Ceux qui nous regardent de l'extérieur, les enfants là qui ont la conception européenne et qui voient la politique congolaise, pensent que nous sommes, je ne sais pas si nous sommes humains. Pourquoi? Parce que nous avons des leaders qui n'impulsent pas les mécanismes qui pourront permettre à nos frères de revenir. Je prends le cas d'Ibrahim Traoré. Vous savez combien de Burkinabés rentrent là-bas au pays? Même ceux qui sont nés aux États-Unis d'Amérique, qui n'ont jamais connu l'Afrique. Ils ont entendu parler d'Ibrahim Traoré, ils ont vu ce qu'il est en train de faire. Et ils viennent pour rencontrer Ibrahim Traoré. Il leur dit clairement que non, venez investir dans votre pays. Vous êtes africains. Nos ancêtres ont été pris là-bas comme des esclaves, mais vos origines sont ici. Et c'est un grand travail qu'on doit faire. Ça implique également le fait qu'on doit reconquérir notre patrimoine culturel en termes de masques, tout ce qui va avec. Et personne n'en parle, parce que ça implique beaucoup de choses. Et donc c'est dans tout ça que je crois qu'il faut une sorte d'état généraux de la diaspora. On va y réfléchir avec le président Alex qui est de la diaspora. On va faire les états généraux de la jeunesse de la diaspora. Pour qu'on puisse réfléchir autour de comment est-ce qu'on peut faire impliquer la jeunesse de la diaspora dans tout ce que nous faisons ici, pour qu'elle puisse se sentir impliquée dans ce qui s'est fait. Parce que si on n'en parle pas, les politiques s'en foutent. Et ces jeunes-là, ce n'est pas par leur faute qu'ils ne connaissent pas, mais par la faute de nous qui sommes ici, qui ne prenons pas des mesures pour leur faire connaître les vraies réalités. Très bien, très bien. C'est vraiment ça. Très bien. Allez, on va donner la parole à l'autre frère. Comment vous vous appelez et quelles responsabilités assumez-vous au sein du camp de la jeunesse? Merci beaucoup de la parole, monsieur Alain. Je suis John Sassongo. Je suis membre du présidium de la coalition Camp de la jeunesse. Très bien. Vous êtes membre du présidium de la jeunesse, du camp de la jeunesse. De la coalition Camp de la jeunesse. De la coalition Camp de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, il se pose un sérieux problème à ce qui concerne le rôle de la jeunesse dans la construction d'un pays comme le nôtre. Alors, que prévoit le mouvement, la coalition Camp de la jeunesse pour associer par exemple
des jeunes vivant dans des zones en conflit armé. Par exemple, des jeunes vivant dans la partie orientale de notre pays, des zones occupées généralement par les rebelles. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il vous souviendra que lors de notre qualification au 16e de finale, excusez-moi, de la Coupe du Monde, nous avons vu la jeunesse sortir dans les rues de Goma et Bukavu en train de scander à la gloire des léopards. Et cette jeunesse-là, du point de vue politique et sécuritaire, elle est abandonnée. Que prévoit le camp de la jeunesse pour que ces jeunes-là s'associent directement ou indirectement à vos aspirations? Merci beaucoup de la question. D'abord, M. Alès, ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes qui sont au niveau de la partie orientale de notre pays sont également membres de la coalition Camp de la jeunesse parce qu'ils font face, évidemment, aux réalités auxquelles on est tous confrontés. D'abord, pour commencer, je voudrais ici, au nom de la coalition Camp de la jeunesse, témoigner toute notre compassion à tous nos frères qui sont de l'autre côté de la partie orientale, qui subissent les conséquences réelles de cette agression rwandaise et leur dire que nous sommes avec eux. D'ailleurs, dans le cadre de notre coalition, nous avons prévu une grande manifestation que nous allons organiser pour dénoncer cette agression rwandaise du côté de l'Est de notre pays et aussi essayer d'interpeller évidemment le gouvernement sur les responsabilités qu'ils ont par rapport à l'instauration de la paix. Et donc, les stratégies que nous avons, c'est justement de faire en sorte que la voix bien évidemment de ceux qui plaident de l'autre côté soit vraiment entendue d'abord par nos autorités qui ont l'entière responsabilité de restaurer la paix sur toute l'étendue de notre territoire, afin que ceux qui sont de l'autre côté puissent bénéficier également des mêmes avantages que les jeunes qui sont à Kinshasa et partout ailleurs profitent bien évidemment de la République. Est-ce que, avez-vous déjà une représentation, par exemple à Goma et à Bukavu, à Uvira, avec des acteurs clés, par exemple à Bunagana? Lorsque nous avons lancé notre sortie officielle, il y a eu effectivement une publication que nous avons balancée sur nos pages respectives. Pour votre information, nous avons eu plusieurs sollicitations des jeunes des différentes provinces. Toutes les 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, nous avons senti la soif qui a été exprimée par tous ces jeunes-là de faire en sorte que cette idéologie puisse se pérenniser sur l'ensemble de notre territoire. Et au niveau de Goma, au niveau de Kivu, nous avons certainement des représentations et nous avons déjà 2 jeunes qui sont inscrits dans cette même logique et nous verrons de quelle manière effectivement nous pouvons mettre en place une stratégie qui peut permettre à ces jeunes-là de se réunir, de voir de quelle manière ils peuvent s'organiser afin qu'ensemble nous puissions bâtir un Congo que nous méritons tous. Très bien, merci. Vous allez donner le micro à l'autre compatriote. Mon frère, vous allez vous présenter et puis vous nous dites quelle responsabilité vous assumez au sein de la coalition Camp de la jeunesse. C'est M. Kassoum Mika Arc-en-Ciel, président de la structure AGEC et membre du présidium de la coalition Camp de la jeunesse. Très bien. AGEC qui veut dire? Action des jeunes pour l'émergence du Congo. Action des jeunes pour l'émergence du Congo. Alors, aujourd'hui, il se pose un problème avec l'exploitation de jeunes en milieu politique, que ce soit dans la majorité comme dans l'opposition. Est-ce que la coalition Camp de la jeunesse constitue l'antichambre, par exemple, du pouvoir en place ou de l'opposition? Je pense que je vais réitérer ce qu'a dit le collègue camarade président Manoka. Nous sommes une 3e voie ici en République démocratique du Congo parce que nous pensons qu'il est possible que nous puissions avoir un pays développé avec une jeunesse qui sera active, une jeunesse qui sera au cœur de ce développement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Maître Manoka était dans une approche très historique et il a démontré comment est-ce que la jeunesse est utilisée par les systèmes politiques qui a fait en sorte de garder cette jeunesse dans la pauvreté, de garder cette jeunesse dans la distraction pour que les jeunes ne puissent pas s'enquérir des questions cruciales qui gangrènent notre société. Aujourd'hui, vous comprendrez, nous avons une crise sécuritaire qui est dans l'est de notre pays, nous avons une crise politique, une crise sociale. Alors, nous, jeunes de la coalition Camp de la jeunesse, nous nous sommes mis autour d'une table, autour de la coalition pour réfléchir République, pour réfléchir la République démocratique du Congo. Comment est-ce que la République sera développée d'ici 20 ans?
dans l'aspect économique, dans l'aspect politique et dans l'aspect social. Donc il est possible que cette jeunesse soit au cœur du développement. Déjà ici, vous allez comprendre qu'il y a un problème d'homme qui a été signifié ici. Alors si nous avons un capital humain qui est suffisamment instruit, nous aurons une société épanouie. Alors, comment est-ce que nous aurons un capital humain instruit? C'est par des mécanismes, par des alternatives que nous allons proposer à la République, que nous aurons eu un capital humain instruit qui va aider la République à se développer. Parce que vous comprenez que la République démocratique du Congo, nous avons 80 millions de terres arabes, 4 millions de terres irrigables, d'où on pouvait aujourd'hui se développer à travers notre économie, ou d'où les jeunes pouvaient se lancer dans l'aquaculture, dans la pisciculture, pour aider l'économie nationale. Mais vous comprenez que le système éducatif qui a été relevé ici ne nous a pas aidé à étudier nos terres pour les développer. Alors dans d'autres cieux, la jeunesse, les enfants sont instruits pour aider la société, pour transformer la nation. Mais nous, en République démocratique du Congo, nous sommes dans tout, sauf dans l'essentiel. Cependant, la coalition cadre de la jeunesse est là pour proposer des alternatives, d'où je pense qu'il y a déjà un plan d'action qui est Maître Enoch a dit tantôt. Il y a un plan d'action qui sera mis en place pour voir comment est-ce que la jeunesse congolaise sera vraiment au centre du développement. Très très bien, très très bien. Très bien abordé. Je pense que vous qui nous suivez de partout, vous avez compris que ce sont les membres du présidium de la coalition contre de la jeunesse, cette structure qui réunit... Une partie de membres. Une partie, il représente une portion justement du présidium contre de la jeunesse, cette structure qui réunit plusieurs mouvements ou structures de jeunes à travers la démocratie du Congo et la diaspora, des mouvements citoyens, des ONG, des ASBEL, et pourquoi pas aussi des formations politiques qui croient justement aux valeurs promues par la coalition camp de la jeunesse. Maître Enoch Manoka, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je ne pouvais pas finir cette émission sans évoquer justement ce qui se raconte sur les réseaux sociaux autour de votre mouvement citoyen. Du début de l'émission jusqu'à la fin, vous nous avez parlé des valeurs que votre mouvement, que cette coalition incarne. Vous êtes la troisième voie, mais il y a des propos qui sont relayés à travers les réseaux sociaux. On dit que Maître Enoch Manoka jouerait au double jeu. Après la sortie officielle du courant politique camp de la nation, Enoch Manoka est traité de jeune juriste pro-Tshisekedi qui serait utilisé pour infiltrer l'opposition en vue d'attirer certains jeunes autour de ses valeurs ou de sa vision politique ou de son discours politique. Et d'autres, notamment je pense à ces médias, le Bonobo, qui dit que est-ce que Enoch Manoka est en train de convoiter le fauteuil de Grace Coutinho après sa coalition camp de la jeunesse. Enoch Manoka est peut-être en train de vider la ministre Grace Coutinho de son rôle. Enoch Manoka, nous sommes à la fin de cette émission. J'ai pris simplement quelques éléments justement pour construire ma question de la fin. Quelle est la finalité de la coalition camp de la jeunesse? C'est quoi la finalité de cette coalition? On ne va pas créer un mouvement éternel sans comme qu'il y ait ça. une finalité. Il faut qu'il y ait une finalité. Ce mouvement, cette coalition camp de la jeunesse va déboucher à quoi? Voilà, merci de la question. Il faut commencer par répondre d'abord à tout ce qui s'est dit sur les réseaux. On a dit qu'on serait là pour recruter les jeunes de l'opposition. En vue de les rapprocher du pouvoir. Du chef de l'État et puis soutenir les changements de la Constitution. Alors qu'au départ de cette émission, vous avez vu comment est-ce que j'ai été toujours en tant qu'acteur, parce que vous m'avez posé des questions comme acteur. Ma position a toujours été maintenue, parce que pour moi, j'estime qu'à ce stade, on ne peut pas parler du changement de la Constitution. La coalition contre la jeunesse, le seul problème que les gens nous reprochent, c'est que les gens pensaient qu'il fallait qu'on crée un cadre pour soutenir un camp politique. Un cadre qui serait le réservoir d'un camp politique. Exactement. Et pour être plus pragmatique, on parlerait de l'opposition. Alors qu'au demeurant, nous, on n'a pas cette conception des choses. Parce qu'on considère l'opposition, la majorité de la société civile dans un même carcan. À telle enseigne qu'on ne peut pas mettre en place une structure qui prend l'unité des jeunes, tout en prenant en compte qu'une fraction de jeunes
prétendant être d'un camp politique. Ça ne peut pas passer. On dirait encore qu'on aurait reçu l'argent. Bon, je ne sais pas s'il y a de preuves qui attesteraient qu'on a reçu l'argent, parce qu'ici, je crois que je suis avec les membres du Présidium, organiser une telle activité nous a pris beaucoup d'argent en termes de cotisation entre nous. Nous sommes 54 mouvements citoyens, et dans les 54 mouvements citoyens, on s'était mis d'accord de contribuer à hauteur de $30 par mouvement. Si vous faites la sommation, vous avez $1620 en termes d'argent d'abord. La salle que nous avons louée ne se loue pas. C'est une salle que M. Bahati avait mis à la disposition de la jeunesse congolaise, mais qu'on paye juste des droits pour le carburant, ainsi que les gens qui doivent balayer la salle. Je vous donne l'adresse parce que les gens peuvent mener des investigations. Vous partez sur 24, en face de l'avenue des enseignements, juste à côté de la cathédrale. Là. La salle, le bâtiment, c'est en couleur blanche. Partez comme si vous voulez organiser votre conférence. Posez la question sur les modalités de la location. On vous dira qu'on ne loue pas la salle, on ne paye pas l'argent. Mais vous payerez juste le petit moyen pour le carburant, ainsi que ceux qui doivent balayer la salle. On nous parle de la RTNC qui serait venue dans une activité de l'opposition. Déjà, vous avez la réponse. Nous ne sommes pas une structure de l'opposition. Nous ne sommes non plus une structure de la majorité. Ce qui fait que la RTNC peut s'inviter dans toute activité sans qu'elle ne soit invitée. C'est une évidence parce que lorsque vous lancez... Est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière la coalition Camp de la Jeunesse? C'est une très bonne question. Qui vous donne accès pensez... à la chaîne nationale? Non. Il n'y a pas que la RTNC, il y a aussi l'Agence congolaise de presse. Il y a beaucoup de médias qui ont parlé. L'Agence congolaise de presse. Il y a même Télé 50 qui a fait... Télé 50, c'est une chaîne qu'on dirait proche de l'opposition parce que là, le PPRD est une chaîne... Le PPRD est actuellement dans l'opposition. Et donc, même l'ACP... Pour ceux qui ont déjà organisé les activités, l'ACP part dans toutes les activités. Sauf que dans sa ligne éditoriale, elle ne tient pas le même propos que les autres chaînes de l'opposition. Mais l'ACP a toujours été présente. La RTNC, ça c'est une anecdote, il y a l'un des amis de la coalition du Présidium qui a des acquaintances avec ceux de la RTNC, qui aurait invité la RTNC. Mais faute de moyens, on n'était pas en mesure de diffuser l'élément au niveau de la RTNC. Parce que ici, je suis avec quelqu'un qui avait géré les médias. La majeure partie des médias que nous avons invités, on n'avait même pas l'argent pour payer un média de $50. Sauf pour Télé 50 par l'entremise de quelqu'un. Vous nous avez aidé pour qu'on puisse faire une activité ici avec M. Olengankoy. Mais si on sort cet élément, on dirait que voilà, puisque c'est la chaîne de tel monsieur et qu'il est de la majorité, donc on serait en acquaintance avec la majorité. C'est ça le problème. Lorsque vous combattez pour une génération, la seule preuve que vous êtes dans une bonne voie, il faut que vos propres frères puissent vous régner. Comme Jésus à son époque. Si ses propres frères ne l'avaient pas régné, il n'aurait pas cru qu'il luttait pour ces frères-là. Reste à savoir si Enoch Manoka n'est pas en train de mener une démarche pour prendre la place à Grace Coutinho. Non. Ces combats, on ne peut pas le mener contre Grace Coutinho parce que Grace Coutinho est l'une des victimes de ces systèmes. On se bat également pour qu'elle soit dans de bonnes conditions. On se bat autant que nous nous battons pour tous les jeunes qui n'ont pas de travail. Nous nous battons également pour tous ces députés qui concourent, bien qu'étant jeunes, à la construction d'un système qui détruit le jeune. Il y a aussi un jeune qui vient d'être nommé directeur général de l'ARSP qui a remplacé encore un jeune, Ted Belisha, qui a remplacé Miguel Cachal. Miguel Cachal, on dirait de lui qu'il aurait détourné l'argent, on dirait beaucoup de choses de lui. Nous, on n'est pas là pour nous battre pour eux, contre eux. On se bat pour eux contre un système. Ce que je vais vous dire, monsieur Alain, ne soyez pas étonnés que les gens nous critiquent. Ne soyez pas étonnés que les gens nous diffament. C'est une évidence. Lumumba a été traité de communiste dans ces pays. Mais aujourd'hui, on parle de lui comme héros. Kabila, on l'a critiqué ici. Non, Kabila, c'est les mal incarnés. Mais beaucoup d'opposants qui l'ont critiqué hier chantent à sa gloire aujourd'hui. Je préfère être immolé pour cette génération. Mais pour que demain, on me donne raison. Donc, vous n'avez rien vu. On va encore nous critiquer. On dira encore qu'on nous a réussi par Tshisekedi. Mais ce qui est évident, c'est que dans 3-4 mois, beaucoup de gens comprendront ce qu'on est en train de faire et beaucoup de gens vont nous rejoindre. Et il ne faut pas influencer les jeunes qui vont adhérer à la coalition Camp de la Jeunesse dans vos propres convictions. Non, ce n'est pas dans nos propres convictions. Ouais. On dit toujours dans le camp de la jeunesse, les présidents sont là. Nous ne sommes pas unis autour d'une personne, nous sommes unis autour d'une idée. Okay. Et parce qu'autour de la personne, on peut être divisé. Mais autour de l'idée, on ne saura pas être divisé. Voilà pourquoi nous, on prétend... Donc les convictions personnelles, politiques n'engagent pas de Manoka, les camps de la jeunesse. Okay. Autant que mon frère ici, John Sassongo,
il est du parti d'Honoré Mvula, qui soutient les changements de la Constitution, ça n'engage pas la coalition. Monsieur Alex est contre, ça n'engage pas la coalition. Ce qui nous préoccupe, c'est les questions qui concernent le jeune. Chacun maintient ses convictions politiques. Jusqu'à ce qu'on allons évoluer, peut-être qu'on pourra dire que tout le monde quitte les partis politiques. Et on espère une rencontre prochaine entre la coalition Camp de la Jeunesse avec la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Non, ce qui est évident, on ne veut pas. Mais c'est la ministre de la Jeunesse quand même. On veut parler dans cette logique parce que ce que nous on veut d'abord, au lieu d'aller voir Grace Coutinho, on veut d'abord voir les Koulouna, voir les Chegué, voir tous ces jeunes-là qui sont dans nos quartiers démunis, rencontrer les vraies victimes de ces systèmes. Ceux qui sont victimes dans la gestion, on les verra après. Mais commençons d'abord par ceux qui dorment à la belle étoile, ceux qui pensent que les jeunes peuvent prendre la gouvernance de ces pays. Je peux vous dire une chose. On préfère être immolé comme Jésus pour que l'humanité parle de nous pendant 100 ans que d'être applaudi pendant 2 mois et être oublié pendant 5 ans. Retenez ça. Très bien. Merci beaucoup, Enoch Manoka. C'est la fin de ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions très heureux de partager presque 1 heure de plateau avec la coalition Camp de la Jeunesse, dirigée en ce moment par Enoch Manoka, acteur politique bien connu dans le milieu politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles à ce programme Dossier d'État. On prend rendez-vous peut-être demain ou dans le prochain jour avec de nouveaux invités parce que désormais, votre émission Dossier d'État sera en format aussi débat. Oui, parce que vous le savez, des grandes questions politiques s'imposent durant toute cette période. Et cela mérite que nous puissions mettre en place un plateau qui mettra en symbiose des intelligences autour des questions étatiques. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames, messieurs, et restez branchés sur les antennes de Social Télévision.